Je me suis fait beau pour une fois. Il lance la première brasserie parisienne. Il choisit une marque déjà déposée par Danone. On me dit dans l'oreillette qu'il va croiser la route de Xavier Niel. Il va vendre sa boîte à la plus grosse marque de bière au monde. Pour raconter l'histoire de sa session, je retrouve mon super co Sacha Doliner. Salut Sacha. Salut Tom. On retrouve également Valérie Dupont-Avize. Bonjour Valérie. Bonjour Thomas. Bonjour Valérie. Et enfin, évidemment, notre invité Guillaume Roy, ravi de t'avoir avec nous. Bonjour à vous. Salut Guillaume, bienvenue. Merci. Le fondateur de la marque Gallia, la marque de bière parisienne Gallia. Et on est là pour parler de la session de Gallia au groupe Heineken. Effectivement. C'est bon ? C'est parti. Bon invité, bon endroit, bon format. Bonne ambiance. Je crois que je trouve toujours intéressant de partager les montants pour que les gens puissent se projeter. Alors c'est pas un SaaS, c'est pas de l'IA. T'as pas complètement craqué ou révolutionné un modèle, un secteur. Néanmoins, pour se projeter, je crois que c'est aux alentours de 10 millions d'euros. Je peux pas vraiment confirmer. C'est effectivement comme tu dis. Mais tu n'affirmes pas non plus. Ouais, non, mais en fait, on n'a pas. Ça reste une petite boîte de l'agroalimentaire. J'ai pas les moyens de prendre ma retraite encore. Non, mais c'est une belle histoire. Effectivement. Eh ben, on va la raconter. En tout cas, on a passé des bonnes soirées grâce à toi. Ouais, je confirme. Je me rappelle 2012-13. Ouais, Rappelle-moi l'année de création. 2010. Ouais, c'est ça. Donc 1, 2, 3 ans plus tard, vous étiez dans le camion à servir des bières à une soirée de l'ESCP. Effectivement, je crois que c'est là qu'on s'est croisés la tous les deux la première fois. Ouais. Et que de chemin parcouru. Un mot sur le choix de cette chanson de Gorillaz, d'Air, pour lancer le format. Bah ouais, oser l'entrepreneuriat, oser prendre des risques. Donc je sais pas, moi ça me parle pas mal. J'adore ce groupe. C'est aussi un lien avec l'Angleterre que j'ai personnellement. Donc vous verrez, il y a plusieurs chansons de rock britannique. Donc oser entreprendre, c'est un peu le maître mot, je crois. Moi, j'ose pas te couper. Mais je vais quand même oser lancer officiellement ton cash out avec le jour de la session, le jour du signing, qui change, même si tu l'as dit, t'as pas pris ta retraite, qui change quand même un peu la vie. Et on y va avec Oasis, Champagne Supernova. C'est une cascade de champagne. Tu peux fermer les yeux. Alors là, on se réveille où, ce jour-là ? T'es où ? Je suis chez moi, je me réveille tranquillement et je dégage beaucoup de sérénité. Je pense que c'est un peu cette chanson d'un groupe que aussi j'apprécie particulièrement, Oasis, dont on parle pas mal en ce moment. Et ouais, c'est une forme de sérénité, pas d'euphorie, on va dire, mais quelque chose comme un accomplissement qu'on s'apprête à vivre et un moment important dans l'histoire de la brasserie Gallia. Ouais. How many lives are going strange? Ça fait partie are living strange, pardon. C'est une vie étrange, celle d'entrepreneur. Ouais, clairement, je pense que c'est quand même un peu une montagne russe et quand on a monté Gallia, on n'aurait jamais imaginé pouvoir intéresser un groupe de la taille de Heineken. Donc au bout de... Vous n'allez pas juste intéresser à Heineken, on en parle après, mais il y a 4 gros brasseurs qui vous veulent tous. C'est ça, c'est assez étonnant une nouvelle fois, on s'y attendait pas, mais en fait on se retrouve en 2019 à une période où la microbrasserie est en plein boom, les gros brasseurs sont en demande d'authenticité et nous, à ce moment-là, on est top of the list parce qu'en France, en tout cas, on coche toutes les cases. On fait des bières excellentes, la marque est géniale, on a une équipe qui est au top et on se développe très fortement.
Donc on est top of the list pour tous les brasseurs qui sont acteurs en France, qui se disent si je dois faire une acquisition, c'est celle-ci qui est ma première cible. Donc on se retrouve à discuter avec tous les plus gros brasseurs acteurs sur le marché français. Ouais. Et on va en reparler, on est le jour J, celui du signing. Comment tu te réveilles ce jour-là ? Une nouvelle fois, avec pas mal de sérénité. Il y a une excitation, un aboutissement, mais c'est une étape supplémentaire. Donc il y a eu déjà des mois de discussion. Donc en fait, on arrive dans un mood serein que je trouve se dégage pas mal dans cette chanson. C'est pas toujours le cas. Hein. Mais tu peux nous décrire ce moment ? T'es où ? Comment Je pense que je me réveille tranquillement chez moi. Probablement, je donne le petit déjeuner à mon fils, mon premier fils à ce moment-là. Il y en a un deuxième qui arrivera après. Et je vais prendre tranquillement mon vélo pour aller au rendez-vous dans Paris chez ce gros cabinet d'avocats. Ouais. Et j'y vais probablement en écoutant de la musique dans mon casque avec une forme de légèreté assez agréable. Et quand tu arrives dans la salle, c'est léger ? Un petit peu moins. C'est une grande salle C'est sûr qu'il y a ce côté un peu film communiste, tu sais, une grande salle froide avec une énorme table et 12 personnes en face, avec un énorme pavé de 300 pages à signer, qu'on a bien passé en revue auparavant. Mais il y a un côté un peu intimidant de voir cette quantité d'avocats qui se dressent en face de nous. Donc il y a effectivement un peu d'intimidation par rapport à ça, mais à ce moment-là, tout a été hyper bien cadré. Donc c'est juste la symbolique de la signature et il n'y a pas d'inquiétude de notre part, quoi. On dit toujours qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et on a entendu à ce micro plein d'entrepreneurs pour qui, jusqu'au dernier moment, il y avait des dernières négos. Je crois que le pire qu'on a entendu, c'est le jour du signing. 2 salles séparées, les avocats qui passent d'une salle à l'autre. Ça peut arriver, ouais. Effectivement. Là, tout est calé. Ouais, tout est calé. Il y avait encore des discussions, genre la semaine d'avant, sur des points de détail de ce gros document. Mais les contours du deal sont déjà actés. Nous, on est hyper contents et franchement, la situation et l'atmosphère est plutôt détendue. De votre côté, vous êtes 2 fondateurs, donc il y a les 2. Il y a d'autres gens pour Galia qui sont là ? Non, on est tous les 2, puisque à ce moment-là, on est vraiment co-actionnaires majoritaires. On a quelques actionnaires individuels de notre famille ou un business angel qui est rentré, mais on n'est que tous les 2 et on gère la chose au nom de nos actionnaires. Il y a personne d'autre que nos conseils aussi, parce qu'on a quand même des conseils à ce moment-là qui nous ont aidés à pouvoir discuter avec ce géant de la bière, qui est quand même une entreprise bien organisée, bien structurée, donc avec qui on ne pouvait pas arriver tout seul. Et côté Heineken, t'as un big boss qui est là dans la salle ? Il y a le DG de Heineken France. D'accord. Qui est un monsieur, donc il a changé depuis, mais c'est un monsieur avec qui on a... Tu peux dire son nom. Ouais, c'est Pascal Sabrier à l'époque, et c'était le DG d'Heineken France depuis longtemps. C'est lui qui a vraiment développé l'entreprise avec des lancements de marques comme Desperados. Enfin, ils ont connu beaucoup de succès dans les années 90, début des années 2000. Et c'est un monsieur très chaleureux avec qui on s'entend très bien et on est ravis de poser pour la photo avec lui après la signature. Il y a vraiment on a un sourire béat. T'en as fait quoi de la photo ? Ah non, mais ça c'est une bonne question, puisque pour la petite histoire, il a donc Pascal Sabrier est parti sur d'autres projets quelques années après, et on a fait une bière en édition limitée où il y avait cette photo de nous 3 à des bars. Ouais, voilà. Donc c'était juste pour lui. C'était une toute petite bière avec des étiquettes collées à la main, mais c'était assez sympa. Juste avant de monter dans cette grande salle communiste, vous êtes 2. Il y a eu du chemin parcouru, 8-9 ans, 9 ans. Non, même 13 ans. 13 ans, pardon. Bref, c'est long. C'est une sacrée aventure à 2. On reviendra sur les débuts de la boîte, mais vous dites quoi à ce moment-là avant de monter ? Chacun est dans ses pensées en se disant, bon, on vient un moment et je reste concentré là-dessus, où il y a déjà un peu de, je sais pas, la petite phrase avant de monter.
Je peux pas dire que j'ai vraiment en tête une petite phrase particulière. Je pense qu'on est assez détendu et donc on rigole. On a tendance à faire des blagues qui sont peut-être aussi une posture d'évacuer le stress. Voilà, d'évacuer le stress. Et surtout parce que on se sent un peu étriqué dans ce monde d'avocats avec voilà. T'as mis une cravate ? Je suis même pas sûr. Ouais. J'ai pas mis de cravate depuis 20 ans, donc je pense pas. Mais peut-être qu'on a mis une petite veste pour pas paraître trop. Et là, c'est 2019. Ouais, 2019. Ouais. Donc t'es en closing papier. Enfin, t'es en signature papier ou t'es en signature électronique. Là, c'est le moment où signature papier, non, encore, ouais. Donc c'est pour ça que c'est long, quoi. Des kilos de papier sur la table. À signer, ouais. Là, on n'a plus la possibilité de relire. À la fin, tu fais des croix. Ouais, c'est ça. Ouais. Paraffé, alors on paraffe avec les yeux fermés là vers la fin. Les avocats tournent les pages, tu signes, t'as mal au bras. À l'ancienne, ouais. J'envie maintenant les closings sur DocuSign ou autre. T'avais acheté un stylo pour l'occasion ou pas ? Ou quelqu'un t'avait offert un stylo pour l'occasion ? J'ai un doute, mais je crois... Peut-être un Mont Blanc, comme la marque de Danette. J'avais pas encore les moyens de m'acheter un Mont Blanc, mais non, je sais. Est-ce que j'ai pris un stylo ? Je crois que j'y ai pensé, mais que je l'ai pas fait finalement. Ouais. Et donc je dois prendre un stylo Bic qui est à dispo. Et donc, même pas un stylo porte-bonheur, quoi. Le stylo de tous les jours. D'accord. Ouais. T'aurais plutôt fait un stylo 4 couleurs là, avec la session quand même. C'est vrai. Ou t'as pas encore reçu les fonds à ce moment-là. C'est ça. Justement, le signing, closing, c'est le même jour. Signing, closing, le même jour. Ouais. Ouais. Tout se fait dans la foulée. Et vous recevez l'argent sur le compte. Une partie. Pendant, Oui, bah évidemment. C'est ça. Pendant que t'es chez les avocats ? Pendant que je suis chez les avocats, écoute, bonne question. Tu vas pas me faire croire que tu te rappelles pas le moment où tu recharges ta page et où tu dis ça change un peu quand une même. Nouvelle fois, c'est pour ça que je dis que j'ai gagé beaucoup de sérénité. C'était pas une fin en soi et je me souviens plus d'avoir rafraîchi la page de ma banque pour savoir où était si le montant était là. Est-ce que c'est arrivé quelques jours après ? Parce que de toute façon, j'ai pas dû y toucher des masses pendant les semaines qui suivaient. Peut-être de manière parce que j'étais surpris effectivement de voir cette somme sur mon compte, mais c'était une étape pour nous en fait. Et puis après, on se remettait à fond dedans, la tête dans le guidon, parce que vous allez être avec Heineken pour dérouler le plan qu'on s'est engagé à faire ensemble. Et donc, on était toujours focalisés et à fond. C'était pas encore la fin, c'était que le début. Donc, vous signez, il y a le closing. Ouais. Et là, vous ouvrez une bouteille de champagne on ouvre de bière. La trahison. Je crois qu'il y avait les deux. Et donc, on a mélangé le champagne et la bière. Ce que je conseille pas. C'est vous qui avez apporté la bière ou pas ? Avis de connaisseur, c'est pas une bonne idée. De mélanger. Non, on avait, je crois, anticipé un peu la chose. Et donc, oui, effectivement, on a ouvert une bonne bouteille de Gallia pour trinquer avec le DG d'Heineken France, et les différents conseils. Un magnum de Gallia. Un magnum de Gallia qu'on ne faisait pas encore à l'époque, mais c'est une idée. Et que vous avez jamais fait. On a fait des grands formats, mais pas jusqu'au magnum. Ok. Vous sortez de là, l'ambiance, juste concentré, parce que c'est que le début de l'aventure, où il y a un moment quand même, on se dit waouh. Je pense 13 ans, excuse-moi, je reviens là-dessus, mais 13 ans d'aventure entrepreneuriale, avec tous les hauts, les bas qu'on peut connaître d'une vie d'entrepreneur, ça marque quand même une sacrée belle étape, même si c'est qu'une étape. Ça marque une étape. Je pense qu'effectivement, avec mon associé Jacques, en sortant, on doit se regarder et se dire ça y est, c'est fait. Mais le lendemain, on est au bureau, au taquet, pour découvrir cette nouvelle relation avec ce partenaire et vraiment travailler sur la suite qui nous excite énormément. Donc, on n'a pas vraiment le temps de se poser, de faire la fête, de faire un gros voyage. C'est parti, quoi. Eh ben, c'est parti pour un nouveau groupe anglais que je pense tout le monde connaît. C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle. Le bateau est de retour Arto. C'est parti, ça vient de Sané. Direct issu de la génération funky taquiné. Pas de soucis, mais pas de chip ici. Pas de chichi si tu dérapes pour te chier dessus. Trop de blabla, trop de plagiat. Trop de merde sont dictés pora. Mais c'est comme ça. Connecto, le B
bénéf, le business. Et c'est pendant qu'on laisse couler que les pédales sans graisse. Et puis s'imbibe de nous, rêve de voir en dessous. Mais ne t'approche pas, Hollande de Bond te faut des coups de peupon. Si tu respectes pas les règles, mec, du béton. Pour finir aux côtés des faibles, ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop. Mec, tout cela je les stoppe à base de pop, 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 pop. Sensei style. Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, 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 pop. Mec, pour le hip-hop, je développe la Sensei. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au début. La Seine-Saint-Denis, ouais. Un petit groupe anglais qui nous vient de Saint-Denis, Suprême. Et qui nous rajeunit pas. MTM. C'est vrai. On sera vraiment vieux quand ça passera dans les ascenseurs. Donc, ouais. Pour raconter l'histoire, il faut revenir au tout début. Et donc, vous lancez une marque de bière. Il y a une question, je pense que plein d'entrepreneurs se posent, c'est comment vient l'idée. Mais en fait, il me semble d'ailleurs que c'est une question de Valérie que je te laisse évidemment poser à Guillaume. Avec beaucoup de curiosité, en fait. Comment est-ce qu'on trouve la bonne idée ? La bonne idée, c'est souvent une question d'opportunité de marché, je pense, quoi. Nous, en fait, on sortait quand même d'école quand on a monté Gallia et quand on a eu envie de lancer un produit, parce que je pense qu'on était fait pour ça, on s'est concerté, on a regardé ce qui autour de nous pouvait être une opportunité de marché. Et à ce moment-là, on avait été étudiants, on avait bu des bières en Erasmus. Le storytelling, quoi. C'est ça. Et puis, en fait, il s'avère que Jacques, mon associé, lui, il avait fait un espèce de mémoire sur l'ouverture d'une microbrasserie sur la ferme agricole familiale pour exploiter donc, les produits issus de la ferme. Et moi, j'avais monté un petit bar. Donc, en fait, on commençait à s'intéresser à ce marché de la bière. Et le constat, il était simple. Il y a plein de nouvelles bières qui arrivent dans les pays. À New York, la Brooklyn. À Londres, c'était la Beavertown. À Barcelone, la Moritz. Et à Paris, on buvait toujours les mêmes bières qu'on connaît tous. Des marques souvent un peu industrielles, qui nous paraissaient peut-être un peu fades. Et donc, on se disait, à un moment ou à un autre, les Parisiens, ils vont aussi envie d'avoir chez eux une bière locale, une bière qui peut représenter la fierté d'être parisien, entre guillemets. Et donc, voilà, l'idée, elle est née de cette opportunité de se dire qu'un jour, ce besoin, il serait réel. Ce qui est sûr, c'est qu'avant même de goûter la bière, tu dis, c'est une bière parisienne, c'est la classe. Enfin, tu te demandes où est-ce qu'on va construire une brasserie dans Paris. Paris, c'est une marque géniale, en fait. Ouais. Donc, en fait, tous les dans les cosmétiques ou dans la haute couture, enfin, Paris, c'est une marque géniale. Donc, en fait, on peut la poser à n'importe quel produit. Je pense que ça met tout de suite dans un état d'esprit qui fait que les gens vont l'apprécier. Tu parles de marque, mais en l'occurrence, vous n'étiez pas les seuls sur Gallia. Non, effectivement, au tout début. Pour ceux qui ont des enfants. Ouais, c'est ça. Et puis moi, c'était un peu mon cas à une certaine période. Tout le monde a peut-être donné du lait Gallia à ses enfants. Et en fait, oui, nous, quand on se met en tête de relancer une marque parisienne, on trouve l'idée assez sympathique de reprendre une vieille marque et on tombe sur cette pépite qui est un peu tombée aux oubliettes et qui se est tombée dans le domaine dans les catacombes. Oui, pour les oubliettes, mais c'était vraiment... Il y avait la brasserie était dans le 14e arrondissement et effectivement, pour maintenir les fermenteurs à une température constante, la plupart des fermenteurs étaient 30 mètres sous terre dans ce qu'on appelle aujourd'hui les catacombes. Ouais. Et donc cette marque, on la trouve géniale et on se dit, il faut qu'on la dépose puisque plus personne n'est propriétaire. Pardon, je vais laisser raconter la petite histoire, mais la marque Gallia, je réexplique, c'est du lait en poudre qu'on secoue avec de l'eau, on a un biberon, un truc à boire pour les bébés. Ouais. Et vous vous dites, on va faire de la bière et ça va s'appeler pareil. Pareil, ouais. Alors, Gallia, c'est quand même un nom assez générique. Hein. Oui. En Gallus, le coq, la France, en grec. Enfin, c'est un terme assez générique. Donc, on se dit, on va à l'INPI, on se dit, on va redéposer la marque Gallia avec son logo le coq et on verra bien si Danone réagit. La plupart des experts de l'INPI nous disent, ils vont réagir, le faites pas, vous allez perdre vos 250 € de dépôt de marque. Ils finissent par réagir et à notre grande surprise, tant mieux pour nous, ils nous disent, OK les gars, on reçoit une lettre officielle
du service juridique de Danone, de la protection des marques. Il faut savoir que sur Gallia, il y a peut-être 50 dépôts de marques Danone à l'INPI, concernant toute forme de catégorie. Et ils nous disent, écoutez, vous pouvez développer cette marque de bière, il faut juste retirer toute autre mention. Vous ne pourriez pas faire des produits autres que de la bière. Donc voilà, et c'est un peu le début où on se dit, au moins on a été validé. Allez, c'est parti, on lance le produit à fond maintenant. Donc ça veut dire qu'au moment de la vente, tu as des mecs qui ont été biberonnés au Gallia et qui switchent pour rester sur la marque, 13-14 ans. Je sais pas à quel âge on prend sa première bière. Peut-être un peu plus tard que ça. Il vaudrait mieux quand même respecter l'âge légal de consommation de bière, Thomas. On n'est pas loin 20 ici. C'est ça. C'est pour la joke, évidemment. Je veux pas de procès. Et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, peut-être quand on parlera des négos, etc. Je pense qu'il y a peut-être eu des sujets sur l'IP. Et comment on devient brasseur, en fait? Parce que... Ouais, c'est une bonne question, c'est une lubie un peu, mais brasseur, on devient brasseur un peu comme on deviendrait cuisinier, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, une brasserie, c'est une cuisine où on va mélanger des ingrédients, et c'est la magie du brasseur qui va mélanger de l'eau, de l'orge, différents types de céréales, du houblon, des levures, qui va faire qu'on obtient une recette qui va être incroyable. La grosse diff, c'est quoi? C'est les proportions ou c'est les produits? C'est la qualité de la matière première, le process effectivement de fabrication. Qui n'est pas toujours le même? Non, qui n'est pas toujours le même, avec donc la session de brassage, où vraiment on va venir chauffer les différents éléments, puis la fermentation, le choix de la levure. Ça met environ 1 mois à produire une bière, parfois plus, dans certaines bières belges de garde, etc. Et donc, je fais parallèle entre un brasseur et un cuisinier, puisque c'est son ressenti gustatif et sa manière de transformer les éléments dans la brasserie qui va faire un résultat incroyable. J'ai l'impression qu'on a 100 000, Justement. C'est d'un coup, on pose plus de questions que sur les sas. Nous, intérêt hautement personnel. On était des bons consommateurs. Je pense qu'on savait apprécier une bonne bière. On avait un bon palais. Et à ce moment-là, effectivement, au tout début de Gallia, on se forme. Donc, à un lycée agricole à Douai, avec à l'époque quelqu'un qui était assez reconnu dans le monde du brassage. Mais il faut savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de formation de brasseurs. Nous, on n'avait pas une formation d'ingénieur agro. On avait plutôt une formation de commerce. Donc, il y avait quand même une base qu'on n'avait pas. Pour la marque, c'est OK, mais après, pour le produit, il faut bosser. Commerce, tu veux dire école de commerce? École de commerce. Ouais, mais école de commerce, quand même, t'en apprends pas mal sur la bière. De ce que ça, c'est sûr. Mais plutôt en aval qu'en amont. Ce qui m'amène à 2 questions. La première, tu vois, je me sers en même temps pour donner un peu de... Je fais un peu de son design. On en reparlera après, parce que t'as une nouvelle boîte qui veut tuer le café. Je sais pas. Je fais un peu de teasing. Ce qui m'amène donc à 2 questions. La première, c'est votre première bière que vous faites. Est-ce qu'elle est vraiment bonne? Non. Et la seconde, c'est une chose de faire une bonne bière. La difficulté, c'est de la produire en masse avec exactement les mêmes éléments, même chauffage. Enfin bref, tout ce qui fait que pour le consommateur, il sait ce qu'il va goûter quand il achète une Gallia. Et il goûtera toujours la même chose. Ouais. Ça, c'est, je pense, l'enjeu. C'est plus dur. C'est l'enjeu de quand on atteint une certaine taille, de maîtriser l'ingénierie de base de fabrication des bières de manière vraiment avec un cadre de fabrication qui est bien statué. Et ça, là-dessus, nous, on avait une très bonne base, mais Heineken va nous aider à être encore plus performants dans cette atteinte à la qualité récurrente, en fait. Et ça, c'est vrai que quand on est tout petit brasseur dans sa cuisine, c'est très difficile de maîtriser tous les paramètres pour Comment avoir tu fais des tests qualité? C'est-à-dire que dans l'usine, à un moment, tous les 100 bouteilles, il y a un mec qui ouvre et qui boit. Alors non, parce qu'on fait quand même attention à notre santé, à consommer avec modération. Non, mais on a des outils d'analyse comme un labo. Donc on va venir analyser, parce que c'est un produit vivant, la bière, on est sur un produit avec des levures. On va venir étudier, comme tu dis, selon un vieillissement de la bière, son évolution. Après, on fait quand même des tests gustatifs, mais on va tester une bière d'un lot, quoi. On va pas tester tous les 100 bouteilles. Et on fait des tests gustatifs pour être sûr que, effectivement, le houblon qu'on a utilisé, il est toujours aussi qualitatif. Donc, il y a pas mal de dégustations, mais on recrache. Au plus haut, on sent que tu as été biberonné à l'aloe vera. Un petit peu, ouais. Au plus haut,
avant la session. C'est combien de bouteilles, c'est quel chiffre d'affaires, est-ce que tu as quelques marches podium que tu peux partager? Ouais, non, au moment où Heineken rentre, la brasserie Gallia fait 3 millions de chiffre d'affaires, donc c'est une petite société, hein. On est une vingtaine de salariés. On ouvre un bar à ce moment-là à Pantin qui performe énormément, on reçoit beaucoup de Pantinois et de Parisiens. Et donc c'est un side project, parce que en fait c'est un projet dans le projet, mais qui aussi augmente la notoriété de la marque. Qui s'appelle Gallia. Ça s'appelle le bar Gallia, tout simplement. Et c'est la seule bière vendue? Où on t'as vend des toutes marques nos bières. concurrentes. Ouais, mais c'est que les vôtres. Ouais, non, on vend pas des brasseries. On les invite parfois. Si on invite parfois des brasseurs pour des soirées ou même une bière, une bière éphémère. Mais on propose que nos bières. Ouais. Et tu dis que ça tourne bien ce bar. Est-ce que avant les négos, et on va en parler après, il n'y avait pas cette idée du coup de démultiplier ces bars Gallia pour en faire en fait des spots, des drapeaux, des flagships un peu partout en France, et en fait déployer la marque. La question s'est posée. En fait, sur ce bar, on était associé à un gars qui nous a vraiment aidé à tenir le quotidien d'un bar. C'est quand même pas pareil de tenir une brasserie au quotidien que de tenir un bar avec ses enjeux qui sont vraiment des enjeux du quotidien. L'ouverture, la fermeture. Est-ce que vous étiez impliqué à quel point avec ton associé dans ce bar? C'était sur site de toute façon. Nous, on y était associés majoritaires, mais on avait cédé des parts à un gars de Pantin qui nous a vraiment aidé à construire le réseau. Parce que je parle de Pantin parce que c'est pour ça un double clin d'œil à la Seine-Saint-Denis style, parce que c'est quand même une belle histoire d'amour avec le 93, Gallia aussi, et ça c'est important de le noter, puisque moi j'y habite aussi depuis une dizaine d'années et j'adore ce territoire. Et donc en fait, voilà, on avait vraiment envie de faire un bar pour les Pantinois. Donc notre cher ami Olivier, qui est un gars du coin que je croise le matin à l'école, un moment à un autre, c'est un amateur de bière, et quand on lui dit viens, on monte un bar à bière à Pantin, il a des étoiles dans les yeux, il fait allez les gars, c'est parti. Et en fait du jour au lendemain, mais tous les Pantinois arrivent en masse, parce qu'en fait il n'y avait pas grand chose à l'époque en 2017. Oui, et c'est donc, pas juste le pouvoir de la marque. Ouais, non, c'est ça, non, mais surtout c'était un lieu hyper festif, c'était un lieu de liberté avec des événements, et donc en fait les Pantinois ils attendaient que ça. Il y avait une ambiance folle et ça a énormément aidé à l'attractivité de la marque, puisque ça c'est en 2017, quand en 2019 Heineken ils viennent visiter le bar, ils voient tous ces gens apprécier la bière sur la terrasse extérieure au soleil à Pantin, et ils se disent il y a un truc qui est en train de se passer, quoi. Donc c'était un super asset pour nous. Donc il y a potentiellement ce projet de démultiplier les bars, ou ça reste... Non, oui, effectivement, pour répondre à ta question, en fait on s'est quand même dit que notre savoir-faire il était moins dans le retail que dans la construction d'une marque et sa fabrication, la fabrication des produits, de la bière en l'occurrence. Et donc on a creusé le sujet, on est allé assez loin, mais au dernier moment, on s'est dit attends, tu te vois être propriétaire de 5-10 bars et de gérer un paquet de salariés, du quotidien qui est pas évident, parce que c'est pas évident de tenir un établissement en fait, en termes de planning, en termes d'organisation et en termes de gestion du personnel et des gens, des consommateurs. Ouais. Donc en fait, on s'est dit non, mais on veut pas s'embarquer là-dedans. Je pense que c'est une mauvaise idée. Restons concentrés sur ce qu'on sait faire. Et tu as eu des moments, donc durant toute cette période, jusqu'au moment où tu t'es positionné pour vendre la boîte, où c'était vraiment difficile? Est-ce que tu as connu des North Face un peu? Les 5 premières années, on va dire qu'il fallait continuer à y croire. Parce que donc, quand on se lance en 2010 dans la bière locale artisanale, il n'y en avait pas à Paris. On va voir les bars, on fait du porte-à-porte, et les patrons de bars ils nous disent ouais, c'est une bonne idée, mais j'ai pas de demande, j'ai pas de besoin. Les gens ils sont très contents avec ma Heineken, avec ma Kronenbourg, qu'est-ce que tu veux, j'ai pas de demande pour une bière locale. Ça c'était en 2010. Donc nous on est là, mais ça va venir, soyez précurseurs. À un moment ou à un autre, les produits locaux vont revenir à la mode, les gens vont vouloir consommer local. Et donc c'était 5 ans, parce que c'était 2010 à 2015, où en fait, on se prend beaucoup de murs, mais on y croit toujours, parce que tous les signaux extérieurs sont là. Et en fait, il s'avère qu'en 2015, il y a une poussée de concurrents et de confrères qui arrivent avec d'autres personnes qui disent « finalement, ils ont peut-être une bonne idée, les deux gars de Gallia ». Et en fait, c'est fou, mais c'est nos concurrents qui poussent le marché. Si on est 10 à dire à un patron de bar, 10 brasseries, à dire à un patron de bar « prends une bière locale, tu vas avoir de la demande », au bout du compte, le patron de bar, il dit « ouais, je vais peut-être en prendre une ». Il y aura une dizaine de brasseurs franciliens
Ah, il y en a eu 90 là, jusqu'à 90. des brasseurs d'Île-de-France. Nous, quand on a commencé, il y en avait 2-3 des derniers pas parisiens, Warriors en Île-de-France, plutôt à la campagne. Et il y en a eu jusqu'à 90 là, je crois. Et dans dernièrement. Paris? Alors dans Paris Intramuros, il y a la partie foncière qui est un peu compliquée. Ouais. Donc se revendiquer bière Intramuros de Paris, c'était difficile pour trouver un outil et un espace que tu pouvais louer pas trop cher pour brasser de la bière. Parce que vous Donc, brassez il y en a- à Pantin, Bah ouais, en fait. mais vous dites Paris. On Non, dit mais un peu les deux. parce En que fait, on là, est une elle est marque née à parisienne. Paris. Voilà, on Voilà, est elle une est née marque à Paris. parisienne. Et en fait, mais ça, c'est une bonne question parce que Bah ouais. pendant longtemps, on s'est mis en tête que pour être une bière parisienne, il fallait qu'on brasse dans Paris Intramuros. Mais en fait, on faisait face à un mur de loyers, de locaux qui coûtaient une fortune. Et donc, quand on commence à découvrir un peu par hasard Pantin et qu'on voit que les prix sont un huitième, alors bon, c'est vraiment les prix de l'immobilier du 93, quoi. Et en même temps que cette ville est dans un boom de dingue, on se dit, mais n'ayons pas trop de principes, en fait. Pantin, Paris, c'est pareil. Et d'ailleurs, c'est même encore mieux parce que Pantin, c'est un peu le Brooklyn de Paris. Donc, en fait, on est dans une démarche Tu l'avais à Brooklyn. ouais, voilà, exprimer une forme de bière moderne dans ce territoire qui est passionnant, qui est jeune, avec une effervescence de dingue et où tout est possible, en fait. Donc, nous, on est ravis de monter cette brasserie à Pantin, cette première outil en 2015, justement. Et après, c'est qu'une histoire géniale, une histoire d'amour avec la Seine-Saint-Denis. Je reste sur la Contribuer à une question. vraie révolution aussi. Non, je voulais rester sur ta question. Là, je suis sympa. Non, mais dans cette idée de moments un peu difficiles, Ah oui, non, il y a les débuts. Ouais. Est-ce qu'à un moment, typiquement, vous êtes même questionné à continuer? Tu vois, en termes de cash, en termes de projection, Alors, on avait 25 ans, on avait encore peu de responsabilités, peu de dépenses. On avait des compagnes qui étaient très conciliantes. On avait une famille Important. qui nous soutenait pas mal. Mon associé a eu des enfants assez tôt, donc là, ça commençait à être un peu plus À compliqué grincer, parce que les ouais. dépenses deviennent plus récurrentes. Mais non, moi j'étais encore prêt à vivre un peu une vie de bohème quelques années, donc on s'est jamais posé la question parce qu'on était persuadé qu'à un moment ou à un autre ça allait exploser. Et cette explosion, je dis qu'elle arrive en 2015, mais elle commence vraiment en 2013, 2014, et puis entre 2015 et 2019, c'est une croissance importante. Ouais, donc en fait là, on est sur vraiment une entreprise qui est lancée réellement. eh ben, c'est une entreprise qui va même intéresser un sacré paquet de monde. Et pour parler de toute cette phase de négo, de ce qui a été refusé aussi, eh ben, on part avec The Walkman, The Rat. Je suis pas sûr que je la connaisse. Non, probablement pas. C'est une chanson qui me donne la pêche, avec une batterie puissante. Attention. Pourquoi? Déjà, merci pour la découverte. Ouais, bah déjà c'est un. Enfin, j'ai dû écouter cette chanson des centaines de fois, puisque quand on parle de chansons peut-être un peu plus calmes comme celle d'Oasis tout à l'heure, celle-ci, elle me donne une pêche de dingue. Et en fait, je trouve que c'est un peu la vie à 200 à l'heure. En fait, elle va très vite. On n'a pas le temps de se poser dans cette chanson. Et en fait, c'est à ce moment-là où on commence à avoir des sollicitations, où en même temps la brasserie se développe à fond, qu'on est dans une montagne russe de demandes. Et voilà, c'est bien représenté par cette chanson, je trouve. À quel moment tu décides que, enfin, vous décidez que vous n'allez pas continuer l'aventure seul? Vous allez. En fait, on ne le décide pas. Ouais. Et on fait pas ça pour vendre la société. Et en fait, effectivement, jusqu'au dernier jour de la session, on s'est toujours dit qu'il y avait une autre voie, qui était la voie de l'indépendance. Maintenant, on est toujours ouvert et on est curieux des sollicitations. Donc au moment où en fait on se fait approcher par différents gros brasseurs, on se dit il y a peut-être un momentum, il y a peut-être Ils quelque arrivent chose qui est en train de se passer. Tous en même temps. En fait, il y a vraiment le groupe Heineken arrive un peu par hasard lors d'une rencontre sur un salon avec un confrère donc qui travaille chez Heineken et qui nous dit très simplement venez, on va déjeuner avec notre directeur marketing, notre DG.
on aimerait bien vous parler. Et nous, on y va très naïvement en disant, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Et en fait, on se rend compte qu'ils sont dans une démarche de dire qu'ils veulent acquérir une petite microbrasserie authentique, une marque française. Donc à ce moment-là, Ils en sont fait, très directs. Ouais, c'est-à-dire qu'ils le sont un peu moins peut-être sur le déjeuner parce que il faut savoir que quand on rachète une marque, on rachète un état d'esprit et il faut surtout pas l'abîmer. On rachète un savoir-faire, on rachète un ADN et donc en fait ils n'arrivent pas avec leurs gros sabots non plus. Donc ils le disent de manière plus subtile que ce que je viens de dire. Mais ils sont plutôt dans le côté faisons un partenariat ensemble. Mais bon, ce partenariat se matérialisera à un moment par le rachat de l'entreprise. Mais voilà, et donc à ce moment-là, donc Heineken étant le premier contact, nous on s'y attendait pas parce qu'il faut quand même savoir que les 10 années auparavant, nous quand on allait dans un bar, on passait notre temps à défoncer la marque Heineken pour essayer de vendre notre bière. Mais on essayait de le faire toujours avec bienveillance parce que c'est pas notre personnalité de dire du mal de nos concurrents. Non, mais il faut faire sa place. Tu as un vrai positionnement qui n'est pas le même. C'est ça. Et donc, tu peux compléter l'offre. Je pense c'est que ça. vous le on le partageait plutôt comme ça. Et puis donc voilà, nous on est très respectueux et donc on était ravis de rencontrer ces personnes et d'avoir un peu. On était flattés en fait déjà d'une part parce qu'on n'aurait jamais imaginé ça et ça n'a jamais été un but en soi de vendre la société. Donc au moment où Heineken rentre dans la danse, effectivement, on prend un conseil qui nous dit mais vous devriez demander peut-être aux autres acteurs si ils sont pas intéressés. Ouais. Et en fait, ça prend un coup de fil pour qu'il y a peut-être un côté fear of missing out des concurrents qui disent non mais nous aussi ça nous intéresse. On va peut-être s'intéresser. C'est ça. Mais en fait, dans les trois brasseurs les plus importants en France. Tu peux les nommer ou pas ? Ouais, c'est le groupe Carlsberg-Cronenbourg, le groupe AB InBev et le groupe Heineken. Étaient quand même dans une démarche à l'échelle mondiale d'acquisition des bières craft pour avoir donc des bières craft qui sont une traduction un peu littérale en Angleterre de bière authentique en fait, et ils étaient dans des démarches d'acquisition dans chaque pays clé. Donc ils avaient fait des acquisitions aux États-Unis, en Angleterre, parfois en Italie, et donc en France ils allaient s'y mettre. Donc en fait les trois étaient dans une démarche proactive. Donc on n'est pas non plus à leur demander. Ils sont les trois à vouloir nous charmer, nous convaincre de les rejoindre et de créer, de faire de Gallia la plus belle craft française. Ça ressemble à quoi la danse de la séduction de tout le monde ? Beaucoup de déjeuners, des visites aussi. On a eu l'occasion d'aller visiter des brasseries à l'étranger pour savoir comment ils avaient géré leurs acquisitions. Donc on est allé. Tu rencontres Suède, les brasseurs qui ont été rachetés. C'est ça. En fait, ils ont besoin de nous rassurer d'une certaine manière. C'est une super manière de rassurer pour le coup. C'est ce que devraient faire, je pense, la plupart des entrepreneurs quand ils vendent leur boîte, c'est de faire des due diligence dans l'autre sens, de rencontrer au moins une prise d'infos. Les boîtes qui ont été rachetées. C'est important. Mais tu as raison, c'est un peu une danse du ventre, quoi. Tu vois, on est vraiment dans la démarche de nous charmer, de nous convaincre. C'est pas qu'une histoire de chiffres, en fait, parce que ça, c'est la question de la marque, en fait. Et nous, au-delà de la cession d'entreprise, on a l'ambition avec ce partenaire de faire de Gallia la plus belle bière authentique française. Donc, en fait, on veut choisir le partenaire qui nous permettra de réussir ça. Et c'est quoi les critères, justement, pour pouvoir réussir ? Parce que tous ont démontré une qualité quand même d'exécution à grande échelle. Donc, je pense qu'au-delà des critères, une nouvelle fois, organisationnels et financiers, ça va être des critères moraux, j'ai envie de dire. Humains, c'est ça. Ça va être comment on considère ce que vous avez fait aujourd'hui, comment on ne va pas y toucher, comment on va juste faire que l'amplifier, lui donner encore plus de résonance, comment on va essayer d'embarquer tous vos salariés dans cette histoire avec nous, avec tout le respect qu'ils ont pour eux sur le travail qui a été accompli jusqu'aujourd'hui, et comment on va faire en sorte finalement de ne pas être ce gros qui rachète le petit, ou en tout cas d'être le moins présent possible. Pas l'éléphant dans le truc de porcelaine. Dans le magasin de porcelaine, voilà, c'est ça. Donc en fait, donc c'est hyper agréable parce qu'on est face à un mastodonte qui nous dit on veut vous donner l'opportunité de faire ce que vous voulez faire avec un peu plus de moyens et d'envie. Donc c'est eux qui gagnent le Boutique Contest. Beauty Contest, c'est ça. Les trois sont à peu près sur le même positionnement et là, tu n'es pas obligé de nommer qui, quoi. En termes de propositions financières ? Alors à deux niveaux.
la proposition financière aussi, mais tu as dit c'est pas le plus important, mais dans l'approche qu'ils ont eue avec vous, dans la manière dont ils ont montré qu'ils allaient respecter l'existant tout en accélérant votre projet. Je pense que oui. Enfin, à cette époque, en 2019, il y a vraiment ce phénomène craft qui est important. Donc, c'est des bières, des nouvelles bières qui expriment une authenticité que les gros brasseurs n'arrivaient plus à exprimer. Donc, en Angleterre, aux États-Unis, ils ont fait des acquisitions sur ces marques qui avaient une personnalité très distincte que eux n'ont plus ou ont d'une autre manière, j'ai envie de dire. Et donc, tout l'enjeu, effectivement, pour eux, c'est de se dire que le plus important, c'est la marque. Et d'ailleurs, on cède une marque, on cède une entreprise avec ses assets, mais on cède surtout une marque. Donc, en fait, le plus important, c'est de se dire... C'est ce qui aura le plus de valeur. Ne pas égratigner la marque. Donc, les 3 repreneurs potentiels sont dans une démarche importante de dire comment on fait pour booster cette marque sans l'égratigner. Tu as 3 offres fermes ? On a 3 offres fermes. Ouais. Elles se ressemblent, alors là, pour le coup, financièrement ? Oui, elles se ressemblent. En fait, il y a des objectifs à atteindre qui peuvent être jugés de manière un peu différente, puisque Heineken est le leader du marché, AB InBev est le 3e en termes de part de marché. Donc, en fait, on peut imaginer qu'ils ont plus de puissance à atteindre ces objectifs. Voilà, c'était pas forcément... c'était un critère de sélection, mais c'était des offres très similaires, ouais. Le delta entre l'offre la plus basse, l'offre la plus haute? En fait, le delta, il ne se portait pas sur des points d'aspect vraiment financier, mais sur des objectifs à atteindre ensemble. Pour l'earn-out. Pour l'earn-out, ouais. Ok. Donc en fait, nous, on estimait aussi qu'avec le groupe Heineken... tu allais l'atteindre plus facilement. Plus facilement. Et en même temps, c'était les plus engagés à vouloir faire émerger cette marque avec envie et passion. Et en fait, ça, on s'en est rendu compte au fil de ces discussions, que c'était vraiment des passionnés de bière, le groupe Heineken. Quand tu négocies, tu vends une marque, comment tu valorises en fait Comment tu valorises cette marque? Parce que c'est toujours un sujet intéressant. Tu vas au-delà de ton chiffre d'affaires, de tes volumes. Tu les invites un jour de coucher de soleil avec un grand beau ciel bleu sur la terrasse à Pantin. Non, c'est sûr qu'il y a des critères qui sont extra financiers sur des multiplicateurs d'EBITDA, etc. Donc en fait, j'ai pas envie de dire que c'est un peu au doigt mouillé, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un... Et là, en fait, l'avantage, c'est que quand on a 3 brasseurs qui s'intéressent, il y a une montée en puissance de celui qui voudra... mise en concurrence. Ouais, une mise en concurrence. Ouais, mais après, pour comment eux, parce qu'à un moment donné, ils rendent tous des comptes les uns aux autres dans des boîtes comme ça. Il y a des gens derrière, les actionnaires, etc. Donc ils doivent rationaliser, quoi. Oui, ils rationalisent, mais sur le earn-out, parce qu'en fait, on va dire que donc on faisait 3 millions d'euros, on était une toute petite brasserie, on faisait 10 000 hectos, on était présents nulle part. Eux, ils savent très bien, les 3, qu'en appuyant sur le bouton distribution, le marché, ils vont être en contact de tous les acheteurs, en grande distribution, dans tous les bars de France. Donc en fait, que rien que le push va leur permettre d'accéder à un marché qui derrière, dans le calcul des marges, etc., va leur permettre de valoriser une entreprise. Ils achètent une toute petite marque dont ils vont amplifier la distribution. Donc, ils font forcément un calcul à un horizon de quelques années en se disant on va atteindre ces objectifs. Donc, ils savent bien projeter, quoi. Ouais, ils savent bien projeter, ouais. Je peux pas croire qu'il n'y ait pas des sujets quand même un peu de négo sur lesquels, même si à la fin on se met d'accord, ou à un moment ça frotte un peu. Il n'y a pas un deal où il n'y a pas quand même 2-3 sujets où il y a quand même pas mal d'allers-retours entre les avocats, les fondateurs, l'acquéreur. Ouais, c'était quand même assez fluide et une nouvelle fois, une fois qu'on a cadré tous les enjeux de est-ce que la marque est bien protégée, est-ce que vos réseaux de distribution, comment vous les avez construits, est-ce qu'ils vont pas venir en opposition avec ceux on a, est-ce qu'il n'y a pas des relations commerciales que vous avez qui peuvent porter préjudice à ce qu'on a déjà, parce que finalement, en fait, à un moment ou à un autre... Tu penses à quoi ? Non, nous, en fait, on vendait notre bière à des réseaux et eux avaient été en concurrence, en fait. Ils avaient proposé aussi une offre. Donc, à un moment ou à un autre, comment est-ce qu'on peut raccrocher le wagon Gallia et intégrer
Gallia dans le portefeuille d'Heineken. Donc il y avait une stratégie commerciale et qu'il fallait valider sur le papier. Valider ensemble. Ouais, c'est ça. En fait, il fallait. Ce qui n'est pas toujours le cas. En fait, mais c'est ce que je trouve intéressant, c'est-à-dire que en fait, le gros de la valeur du deal va dépendre de leur capacité ou non et de leur envie à vraiment assurer ce push et distribuer Gallia partout. Ça, c'est ferme dans le contrat. On se fait confiance. Non, c'est assez ferme. En fait, on écrit des do's and don'ts commerciaux, effectivement. Et on écrit une feuille de route en disant, voilà, vous continuerez à faire ceci. Vous allez continuer à commercialiser vos bières un peu spéciales, les petits brassins. Vous allez continuer à être sur ce réseau-là parce que nous, on n'est pas très bon sur ce réseau-là. Par contre, nous, on va reprendre totalement la main sur la grande distribution. Ce qui est normal. Enfin, nous, on n'avait pas de commerciaux. Eux, ils avaient un savoir-faire de dingue. Donc, nous, on était... Donc, après, c'est une discussion entre nous et c'est assez simple, en fait, jouer sur chacun de nos forces. Et donc, effectivement, on s'écrit sur papier les douzaines d'entes. Juste pour qu'on se rende compte, la puissance d'un groupe comme Heineken, juste en France, ça représente quoi en part de marché, en grande distrib, quand tu t'arrives dans un supermarché, dans un magasin spécialisé, ça représente combien de parts de marché en moyenne ? Je ne sais pas aujourd'hui, parce que je n'ai pas les chiffres, près, on était environ à 30% de part de marché sur les supermarchés. Et dans les bars, à peu près pareil, si ce n'est plus, puisqu'ils avaient ils ont une filiale qui s'appelle France Boisson, qui les aide à distribuer leurs produits et qui peuvent distribuer partout en France. Donc en fait, c'est le leader. C'est le leader. Et d'ailleurs, c'est difficile d'être un leader parce qu'à un moment où le marché est challengé par les microbrasseries, il faut pouvoir raconter une histoire pour dire qu'on n'est pas en opposition face à ces microbrasseries et que nous aussi, on aspire à prendre une petite part du gâteau. Vous avez ces X propositions, dont évidemment celle d'Heineken que vous allez accepter. Il y a quand même des petits débats entre vous deux associés. On y va pas, on fait monter les enchères, on peut y arriver tout seul. Non, c'est le moment de vendre. Il y a jusqu'au dernier moment, effectivement, il y a des débats, mais c'est aussi une posture de notre part de se dire que si on peut y arriver tout seul, on est dans une posture de négo plus intéressante vis-à-vis de ces groupes. Donc on étudie la quatrième offre qui est l'indépendance. Comment est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on monte une nouvelle usine. Donc comment est-ce qu'on fait pour financer cette nouvelle usine ? Il faut qu'on lève des fonds, forcément. Qu'est-ce que ça implique en termes d'endettement personnel, etc. Mais voilà, mais en même temps, on se dit, c'est quand même assez dingue. On n'avait jamais imaginé avoir les 3 principaux brasseurs s'intéresser à notre projet. Il y a un momentum. Et est-ce qu'on aura toujours le mojo dans 5 ans ? Parce qu'en fait, c'est une question de marque. Et les temps de marque, ça peut vite aller changer de cap. Ouais. Est-ce que dans 5 ans, on aura autant le mojo que la marque là aujourd'hui ? Je parle de nous, des salariés, mais du mojo de la marque, en fait. Et donc, il y a ce risque qu'on est prêt à prendre. Et après, effectivement, il y a la question des valeurs qui est hyper importante pour nous, parce que les propositions sont quand même assez similaires. Et pour la petite anecdote, effectivement, je pense qu'Heineken ne part pas favori au début, puisque je pense qu'on est... Tu t'es fait tout un schéma aussi, je pense, dans la bataille depuis des années. Ouais, et puis on s'imagine le groupe Heineken comme un mastodonte inaccessible, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. À la fin, il y a toujours des gens derrière. C'est ça, on rencontre des gens qui sont adorables, qui sont passionnés, qui ont vraiment envie, et donc en fait, ils arrivent à nous convaincre aussi de leur passion. Et là, il y a eu des discussions peut-être par rapport à ce sujet-là, parce que on s'est dit qui est-ce qui est le plus passionné, qui est-ce qui va aimer le produit autant que nous on l'aime. Et c'est le groupe Heineken qui le montrait le plus. Et est-ce qu'il y a une anecdote, un moment précis où ils vous ont fait basculer justement sur cette impression que c'était effectivement ceux qui allaient être les plus passionnés, tu vois Alors, des anecdotes, mais plutôt sur les autres, en fait, parce que donc... qui fait que tu n'y vas pas. Ouais. En fait, sans une nouvelle fois on n'est pas manquer de respect... Il y a un brasseur mondial qui fait un peu penser à la World Company de Sylvester Stallone quand même. On se demande si vraiment la bière est pas un moyen, un produit financier, plus qu'une passion. Et on n'a pas cette sensation avec le groupe Heineken c'est la manière dont ils en parlent où tu dis c'est la manière dont la brasserie revendique son savoir-faire à l'échelle internationale
ils ont toujours parlé du produit et de leur amour pour les procédés de brassage. Là, tu me parles d'Heineken, moi je te parle des autres. Ah oui, non, mais c'est parce qu'on commence à faire un rendez-vous avec un Américain, un Russe, un Brésilien et un Philippin. Et ils ont tous la même tête, comme dans La Voir Compagnie. Non, mais et puis qui sont chacun derrière leur ordi avec des objectifs. On se rend vraiment compte que on est sur une boîte qui est mondialisée, dont la finalité n'est peut-être pas amener de la passion à ce qu'on fait, mais de prendre des parts de marché et de vendre un produit financier. Parce que en fait, là, tu leur proposes une bière et ils te disent non, on boit pas de bière. Ouais, c'est peut-être quasiment ça. Ouais. Non, mais c'est ça. Donc, en fait, ça, effectivement, pour nous, on se dit non, mais c'est pas possible. On va pas commencer à. Enfin, culturellement, on va avoir du mal à travailler avec eux. C'est vrai que j'ai rencontré quelques personnes de chez Heineken, différentes personnes, salariés là-bas, et c'est vrai que c'était que des gens qui aimaient la bière, quoi. Ouais, qui aimaient vraiment ça, quoi. Qui avaient un esprit. Avec modération, toujours. L'OF20, si tu nous entends. Voilà, ouais, bien sûr. Ils ont par jour maximum. Ils ont l'habitude de négocier en grande distrib. C'est des négos un peu durs. Vous le ressentez à aucun moment dans la négo du deal que tu as affaire à une marque. Alors, c'est peut-être pas les mêmes personnes, mais une marque qui a l'habitude de négocier. Non, on a des gens bienveillants qui nous expriment une passion et une réelle envie et qui sont respectueux de ce qu'on a fait et qui nous parlent que de bière et que de notre marque. Ils ne parlent pas d'autre chose, en fait. Donc, à un moment ou à un autre, le sujet des chiffres, ça vient en complément, mais finalement, on ne parle pas de ça avec les gens avec qui on va travailler. Et donc ça, c'est assez plaisant. Un mot. Très rapide sur l'annonce aux collaborateurs. Ouais. Qui est un moment. C'est un moment, que tout s'est bien passé. D'habitude, on a toujours un peu de croustillant, mais ça, c'est sûr que c'est un moment forcément émouvant. La joie pour certains, peut-être la peur pour d'autres. Ouais, c'est un moment important et je tiens encore à les féliciter et à les remercier d'avoir tenu bon et accepté cette session. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est passionné par une marque, les salariés le sont tout autant. Donc quand du jour au lendemain, on leur dit qu'on est en train de négocier avec un gros brasseur, il peut y avoir quelques mouvements défensifs des salariés qui ont peur, en fait, qui ont peur d'un changement de paradigme et d'un changement de culture. Et ça, nous, on le comprend, on l'entend. Tu prépares ton discours. On prépare le discours. J'ai besoin de me projeter. En fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on avait une salle de réunion qui était pas du tout perméable au son. La confidentialité. Ouais, alors bon, il y a une question de confidentialité, mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, il y avait 2-3 personnes qui étaient pas loin de la salle de réunion et on savait, mais ça nous dérangeait pas tant que ça, qui rapportaient tout aux salariés. Et en fait, au début, on s'est dit, c'est quand même un peu touchy et tout. Et en fait, après, on s'est dit, non, mais il faut commencer à planter la petite graine dans leur tête que ça soit possible. Après, ils voient arriver des gars en costard à la brasserie qui sont pas la clientèle habituelle des Pantinois qui viennent boire des bières. Donc voilà, le sujet est planté et nous, on fait beaucoup de réunions pour les tenir au courant au quotidien, des discussions avec les différents brasseurs. Et en fait, au moment de la session, il s'avère que la plupart des salariés vont rester et vont être très contents de participer au développement de la brasserie. Et est-ce que, comme à vous l'a vendu, en fait, vous a vendu l'histoire d'Heineken, enfin, il y a eu de la concurrence, mais il y a des gens qui sont venus vous faire la vente. Est-ce que vous avez dû faire la même chose avec l'équipe? Parce que j'imagine, dans une équipe comme ça, t'as des puristes. T'as des puristes, des passionnés. Ouais, ils vont tuer la marque. Ils peuvent ne pas aimer. Ils vont nous mettre en grande distrib, c'est la fin. C'est la fin, c'est ça. Mais non, mais ce qui est drôle en plus, c'est que, bon, comme on gardait pas le secret très bien, il y avait des rumeurs de marché. Il commençait à y avoir des confrères qui disaient, attendez, il paraît qu'ils sont en discussion avec un gros brasseur. Donc ça, c'est un peu plus touchy dans la question du deal. Heureusement, ça arrivait vraiment vers la fin. Nous, on démentait totalement quand on pouvait démentir. Je ne confirme pas, mais je n'affirme pas. C'est ça, exactement. La boucle est presque bouclée. Mais non, il fallait leur vendre effectivement une histoire. Et donc, on leur fait aussi rencontrer des personnes. Le DG en personne se présente aux salariés. Le DG de Heineken France, il fait très bonne impression.
Et puis, on doit les rassurer, on doit leur dire aussi que c'est une opportunité pour eux. Une nouvelle fois, ils vont participer à une superbe histoire qui va... nous, on va voir après se créer la mafia Gallia, on va appeler ça comme ça, avec tous les salariés qui vont, des années après, partir dans des super postes parce qu'en fait, ils ont participé à cette success story de Gallia. Donc voilà, nous, on était très transparents et on voulait les impliquer au projet. Et je dis pas que ça n'a pas été facile, parce qu'il y avait des moments où on se sentait un peu seul avec mon associé à se dire, mais... et quand on parle des valeurs d'amour, de la bière, du craft, de la passion, je peux même pas vous décrire les discussions enflammées qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Mais qui... Au moment de l'annonce. Ouais, au moment de l'annonce, ouais, voilà, par des gens qui effectivement voyaient ça comme une trahison aux valeurs, ce que nous, on essayait de pas exprimer, et en tout cas de rassurer les gens. Et c'était parfois difficile de voir certains messages de personnes, de commentaires sur les réseaux sociaux nous décrivant comme des personnes qui se trahissaient un peu. Et bon, voilà, je me suis retiré de certains réseaux sociaux à ce moment-là. Mais en même temps, c'était pas très grave. Et la plupart des gens étaient bienveillants. Rapidement, parce qu'en fait, on est déjà rentré dans... Ça y est, c'est fait. En fait, on va y aller avec This is la peste. Je pète les plombs. Eh bien, elle met du temps à se lancer, en fait. Ouais, c'est pas grave. C'est une version street. Ah, il doit y avoir une espèce d'intro où il fait la queue au McDo, quoi. Je crois que c'est ça, non ? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement. celle-là, mais oui. Bah oui. Allez, oui, ok. Allez, sur Et toi, tu vas péter les plombs. On fait un peu de teasing. C'est ça. Je transpire, pire, je suis en translé. Transport, bloc, ça klaxonne. Ça fait 2 heures que je n'avance qu'à petit feu. Peu à peu, je pète les plombs. Le beauf de derrière m'insulte et me traite de con. Dans les trous, je sors de ma caisse, prends mon sac dans le coffre et me casse. Laisse ma caisse sur le périph', rien à foutre, je trace. Trop de stress, j'ai trop faim. Il me faut un McDo, j'en trouve un rentre. Y a une queue de bâtard, mais bon, je la fais. 30 minutes plus tard environ, je demande très poliment: bonjour, un Mac Morning, s'il vous plaît. Quand elle me répond: trop tard, désolé monsieur, il est midi. Et après-midi, eh bien le Mac Morning c'est fini. Je lui dis, quand je vous ai demandé, il était 11h59. Faites un effort, je veux un morning salé, vous savez, celui avec l'œuf. Elle me dit, il est midi, je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si j'y suis. Je lui dis, appelez-moi le patron n'est pas là. Ajoute, allez chez le chinois, vous pourrez peut-être prendre un plat. Je lui dis, 2 secondes, sors de mon sac un calibre et la braque. Les gens derrière, qui étaient si impatients, maintenant s'écartent. Elle me dit, ok, prenez la caisse, moi je veux pas mourir, plein de billets, plein de pièces. Je lui dis, un Mac Morning où je tire. 3 minutes après, ma bouffe est prête et je m'apprête à partir. Quand la pute me dit, j'ai mis un Big Mac, t'aurais jamais dû le dire. Je voulais juste un Mac Morning. Bon, on voit bien que je suis un enfant des années 90 quand même, avec des références assez anciennes. Mais non, je pète les plombs, c'était un peu un pied de nez parce que globalement, la relation avec le groupe Heineken se passe hyper bien. Mais en mars 2020, donc 6 mois après, il y a le Covid, il y a la fermeture des bars, donc de notre canal de distribution principal. Et ça va durer longtemps. Si vous vous souvenez, les bars ont été fermés 2 fois et en quasiment 1 an cumulé. Donc là, tu dis 2 choses, je pense. On a peut-être bien fait de vendre. Et en même temps, l'earn-out, il va être compliqué à aller chercher. Ouais, c'est ça, tu l'as bien décrit. Parce qu'effectivement, j'ai bien fait de vendre. Ça, je ne sais pas si on se le dit à ce moment-là. Mais par contre, assez rapidement, se dit le retard qu'on est en train d'accumuler sur effectivement notre earn-out, parce qu'avec 1 an de fermeture de bars cumulé, alors que 80% de notre chiffre d'affaires est généré par la vente de bière dans les bars, ça commence à faire des calculs un petit peu complexes. Voilà, donc en fait, assez rapidement, le groupe Heineken nous dit, écoutez, c'est mal barré quand même, votre earn-out. Et ils sont très sympas parce que finalement, ils nous le disent de manière assez sincère. Il faut savoir que sur les 300 pages qu'on avait signées chez ces avocats en 2019, il n'y avait rien qui laissait présager une épidémie telle qu'on l'a connue. Ouais, je pense pour tellement de gens. C'est ça. Mais dans certains cas, dans certaines sessions, en fait, ça a entraîné un boost des visites sur Internet. Et donc, il y a plein de boîtes qui ont performé encore plus. Mais nous, c'était radical. Les bars étaient fermés. Les gens buvaient plus de bière, un peu chez eux. Mais franchement, en général, ils n'en buvaient plus. Et donc voilà, notre chiffre d'affaires. Alors on fait un truc assez hallucinant, c'est qu'en 2 semaines on pond un site internet e-commerce
Et d'ailleurs, ça, Heineken a toujours été surpris par notre agilité. Et en fait, ça cartonne. On a plein de médias. On fait 150 000 € de vente de bière le premier mois, en avril, de chiffre d'affaires. Il n'y avait aucun site de bière qui vendait autant de bière. Tous les Parisiens étaient ravis de recevoir son pack de bière Gallia. Il paraît qu'il y a des gens qui faisaient des soirées chez eux, même pendant le Covid. Ouais, ça, je ne peux pas en juger et le dire, mais en tout cas, à minima, pour chez soi, apprécier une bonne bière, ils étaient contents d'avoir une Gallia. Quand tu as dû gérer l'aloe 20, tu respectes toutes les règles. Il n'y a pas de sujet. Donc, ils vous disent, ouais, ça va être compliqué pour le earn-out. Pour comprendre un peu les enjeux aussi qui pèsent sur vous, tu as une part du deal donc, qui est en cash tout de suite au moment du signing, qui représente quel pourcentage du deal global potentiel? C'est la moitié, quoi. Hein. La moitié, ouais, donc c'est pas rien. Non. C'est pas rien. Non, la majeure partie de nos parts sont sur le earn-out à cette époque-là. Et qui va glisser sur quoi? 3 ans? Sur 3 ans, ouais, c'est ça, sur 3 ans, ouais. C'était le deal tel qu'on l'avait écrit. Après, il y avait des paramètres un peu à la marge qui étaient différents, mais c'était à peu près ça. Donc, en fait, 1 an de retard sur une histoire qui doit s'écrire sur 3 ans, c'est énorme, en fait. Sachant qu'on dit 1 an de fermeture de bars cumulés, mais en fait, c'est pendant 2 ans, les bars ont du mal à tourner, quoi. Ouais, donc eux étaient aidés, les brasseries d'ailleurs aussi étaient aidées, je tiens à le dire, financièrement, parce que ça faisait partie des secteurs qui galéraient. Mais voilà, dans notre calcul... mais ça fait pas de chiffre d'affaires, non, ça fait pas de renta, ouais. ça fait... C'est ça. Donc ils sont assez bienveillants, ils nous le disent. À contrario, ce qui est un peu bizarre, c'est que le Covid, et je pense que vous vous souviendrez, tout le monde a eu envie de bien consommer à ce moment-là. Des produits bio, des produits locaux. On voulait aller s'acheter des petits fruits et légumes à la map du coin. Et donc, il y a un effet bizarre de, en fait, aussi cette du papier épidémie... toilette et des pâtes. ça, c'était pour survivre. Et une fois qu'on était sûr qu'on allait survivre, on se disait, non, mais en fait, il faut changer le monde. Il faut changer le monde dans lequel on vit. Il faut bien consommer. Il faut arrêter de trop consommer. Et donc, en fait, les gens ont tout de suite pris le pli de se dire, je veux de la bière locale, je veux de la bière artisanale, je veux des petites marques de bière. Donc en fait, il y avait cet effet inverse de se dire, les bars sont fermés, on consomme plus de bière, mais la demande grandit énormément au profit finalement des grandes marques. Donc le groupe Heineken, en fait, ils se disent, vous avez un calcul compliqué, mais on est toujours hyper engagé, si ce n'est encore plus que le moment où on a signé. On veut aller plus vite et plus fort, en fait. Parce que les gens, les enseignes de supermarchés sont en demande de bières authentiques telles que Gallia. Il faut qu'on aille plus vite sur le marché. Donc, heureusement, tout n'était pas perdu et voilà, on était dans une démarche où on a dû rediscuter, quoi. Renégocier le contrat. Pour peut-être faire un earn-out sur la totalité des 3 ans et pas année après année. En fait, non, c'était un earn-out sur une finalité. Donc, à la fin. Mais donc, en fait, voilà, on repartait de zéro. Dans une négo de zéro. On partait de zéro, ouais. Et parce qu'en fait, tout le calcul était caduc, il était faussé. Donc, oui, mais pardon. À leur place, ils auraient très bien pu dire on vous aime beaucoup, mais on va pousser. Maintenant, on s'est mis d'accord là-dessus. Le Covid, tout le monde y est confronté. C'est la vie, c'est comme ça. C'est démotivant. C'est ça, c'est démotivant. Et puis, c'est là que le pouvoir des marques est important. C'est que, globalement, nous, on avait encore une représentativité de la marque. Et en fait, à aucun moment, ils avaient intérêt à égratigner leur meilleur asset, qui était la bienveillance de cette marque. Donc, en fait, ils sont restés très bienveillants. Ça s'est jamais posé la question de se dire « on va profiter de la situation ». Pour les écraser. En fait, tout de suite, ils ont dit la situation est telle qu'elle est, on ne l'avait pas anticipée, donc effectivement, on doit rediscuter, mais faisons-le avec intelligence et bienveillance. Franchement, c'est propre. C'est propre, ouais. Mais c'est des créateurs de marques, c'est pas des financiers purs et durs. Donc en fait, ça aurait peut-être pas été la même aventure avec... La World Company ? Ouais. Sûrement pas, ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais probablement pas, t'as raison, ouais. Mais voilà, donc en fait, pour eux, c'est le pouvoir des marques. Et leur marque principale, éponyme Heineken, malgré ce qu'on peut dire, est la plus belle marque au monde dans la bière. Et ils savent la puissance de ça. Donc, c'est culturellement chez eux important.
Comment ça se passe? Ça y est, vous êtes en grande distrib. Donc tu as parlé de quelques réseaux sociaux, de posts où les gens étaient déçus, trahison, et cetera. C'est Ça une égratigne. minorité qui fait beaucoup de bruit. Voilà. C'est souvent. Voilà, comme souvent. Voilà. Donc ça égratigne pas la marque. Non, pas du tout. Ça va l'amplifier. Ouais. Par contre, comment tu arrives à garder cet esprit local Ouais. quand tu es spread partout? Alors, tu vois. on était une microbrasserie parisienne d'origine. L'objectif avec Heineken, mais c'était l'objectif même sans eux à la base, c'était de faire de Gallia une bière craft française et un nouveau porte-étendard de la bière qualitative et premium française. Oui, mais du coup, on va plus sur la notion de qualitatif, les produits, etc., que le craft. Parce que l'authentique, à un moment... Ouais, après, la bière principale craft à ce moment-là, c'était la Brooklyn, très loin de ses terres, tu vois. Donc, en fait, l'aspect localité est un des éléments qui justifie, on va dire... effectivement, l'appartenance à une mouvance craft, mais c'est aussi la qualité des ingrédients, des process, l'amour qu'on y met et l'aspérité de la marque et de son ambiance et de son atmosphère. Je cherche évidemment pas à te faire dire du mal de qui que ce soit, mais à aucun moment, justement dans ces 3 ans, à un moment... comme beaucoup d'entrepreneurs qui à un moment, alors ça se passe pas toujours aussi bien. Là, tu parles de renégociations qui ont été plutôt très bienveillantes, mais à un moment, t'es plus chez toi. Donc, quelle place on te fait? Il y a eu de la place qui vous est faite, mais à aucun moment il y a. Alors, c'est effectivement. Enfin, après, on intègre des process d'une grosse entreprise, et ça, quand on est entrepreneur et qu'on est agile. C'est difficile. Donc, quand tu passes sur Microsoft... c'est le meilleur exemple de la Terre. Parce que le jour où on a migré du jour au lendemain de notre Google Workspace à Microsoft, moi j'ai perdu mon historique de mail de 10 ans. Et je leur en voulais à moitié. Mais en fait, non, mais c'était pas facile. En fait, on était en contact avec l'IT d'Heineken. Il fallait forcément qu'on migre sur leurs outils. Ils étaient très sympathiques, mais c'était moi qui n'avais pas été très bon dans la migration des produits. Franchement, il y a eu des moments où effectivement, le corporatisme d'un grand groupe est dur dans l'agilité qu'on a envie de mettre à mes projets. Mais je te parle de l'exemple du site internet qu'on a monté en 2 semaines. Ils ne nous ont pas freiné à le faire. Donc en fait, ils étaient capables de nous laisser de l'agilité. C'est sûr que j'ai pas, moi, fait des rendez-vous avec Leclerc et Auchan, mais en même temps, j'étais pas très compétent dans ce domaine, donc j'avais pas forcément envie de m'immiscer dans ces rendez-vous. Donc, chacun son rôle. Il y avait des choses, parfois on se dit, c'est un peu lent et tout, mais globalement, c'est le temps aussi d'un grand groupe. Et franchement, c'était fait avec sympathie et bienveillance. La fin était plus tranquille parce qu'en fait, ça restait quand même une passation. Donc, en fait, la fin... Donc, tu vas choisir les gens qui vont prendre la marque après votre départ? On embauche des personnes pour nous remplacer, nous aider, parce qu'il est de commun accord qu'on ne va pas rester. C'était pas forcément prévu dès le début. On pouvait rester au manège, je pense que... Mais entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. Donc, à un moment ou à un autre, on commence à avoir des nouvelles idées. On se dit, on aimerait bien rebosser pour nous et pas forcément bosser pour le groupe Heineken, même si au quotidien, on était content et que moi, ça coïncide avec l'arrivée de mon 2e fils et j'étais moins stressé à cette période-là. Oui. J'étais forcément un peu plus détendu. J'ai pu bien m'occuper de mon 2e fils. Et donc, c'est aussi des temps intéressants aussi d'observation du développement. Enfin, on est passé de, effectivement, 3 millions de chiffre d'affaires à beaucoup plus. Et donc, les premières campagnes de com... Combien ? J'ai pas tous les chiffres exacts, mais je pense qu'on n'est pas loin de 10 fois plus, mais aujourd'hui. Ouais. Et c'est les campagnes de com, elles sont incroyables. Les premières campagnes d'affichage, à nous prendre en photo devant un abribus à Saint-Brieuc, où on parle de Gallia. Moi, j'étais comme un enfant, quoi. Et puis retrouver sa première bière dans le TGV, tout penaud, voir un bar au milieu de nulle part qui ils ont tous des t-shirts Gallia et ils sont à fond sur la marque. Enfin, ça c'est quand même. Tu vois de la bière Gallia partout, quoi, maintenant. Bah, ouais. Donc ça c'est quand même incroyable. Ouais, si vous n'étiez pas adossé, ça aurait peut-être mis beaucoup plus de temps. Ouais, parce que effectivement, ils voulaient être sûrs qu'ils transmettaient la culture telle qu'on l'avait créée. Et c'était donc ça, c'était important. C'était cette passation. Il fallait prendre le temps que eux comprennent la marque
et puisse l'amplifier. Ouais. C'est un temps de culturisation de leur côté qui a mis le temps qu'il fallait, quoi. Mais justement, quand tu arrives, parce que on voit plein d'entrepreneurs, une fois qu'ils vendent leur boîte, en quelques années, les équipes sont fusionnées, mélangées partout, leur marque, leur outil. Et démantelé. Tout est diffusé, quoi. Sans forcément démantelé, mais tout se diffuse. Et dans ton cas, tu gardes la marque, qui garde sa culture, son état d'esprit, et elle est beaucoup plus diffusée, elle est plus connue maintenant, mais tu as réussi à garder tout ça. Et donc, c'est toujours quelque part à ce moment-là ton bébé, en 2022, qui s'est bien développé. Et t'as pas du regret, même voire encore plus de regret que quelqu'un reprenne notre histoire. Ce truc s'est diffusé, c'est plus toi. Alors, c'est sûr qu'il faut faire un deuil de la passion qu'on a pour une marque et pour un produit. Et ce deuil-là, avec Jacques, on va se faire aider. C'est pour ça que t'es bien en noir. C'est ça. Je l'ai toujours pas vraiment fait, mon deuil de Galia. Je suis solidaire. Non, mais je mets jamais de chemise. Alors là, c'était vraiment la première fois pour t'accompagner dans ce moment. Quel honneur. Non, mais c'est effectivement, on se fait... on prend un coach qui est limite un psychanalyste et qui nous aide à exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de faire à l'avenir et comment on peut faire en sorte pour passer à autre chose. Et là, c'est un vrai sujet du coup. Ouais. Tu me parles une fois que vous êtes partis. De toute façon, les 2 premières années avec le Covid et tout, on a la tête dans le guidon. Ils nous demandent encore d'être à la tête de la brasserie. On est garant de la marque. Donc en fait, 2020, 2021, on n'a pas le temps de réfléchir à ça. On est encore à fond. Mais dans le avant de partir, vous allez commencer à cogiter. C'est ça. Ouais. Et aller au point de prendre un coach pour. Ouais, on n'était pas obligé, on n'avait jamais fait ça auparavant. On n'était pas forcément. Souvent, ceux qui l'ont fait regrettent pas. Mais surtout qu'en fait, on a trouvé un gars qui était super, un espèce de marxiste-léniniste qui nous a fait jouer à Dixit. Je sais pas si vous voyez ce jeu avec des images. Donc en fait, c'était pas du tout le business coach tel qu'on l'imagine. C'était une espèce de discussion à cœur ouverte. Et en fait, on a pu se projeter sur l'après. Une nouvelle révolution. Vous aviez déjà joué à la bonne paye. Maintenant, c'était le moment de Dixit. Le jour où tu vas fermer la porte du bureau pour la dernière fois, même si tu sais que la passation, se passe quoi dans le cerveau là? T'as beau avoir réfléchi avec ton coach, fait un début de deuil parce que généralement ça se poursuit quand même après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'habite à 200 mètres de la brasserie. Donc, tous les matins. J'habite en Seine-Saint-Denis. Je suis identifié à Pantin comme le cofondateur de Galia. Donc on m'en parle tout le temps. Et donc effectivement, je dis à ma compagne, est-ce qu'on déménagerait pas pour aider à cette future phase. Et en même temps, j'adore cette ville, j'adore son effervescence. Et puis en fait, je sais pas, je suis finalement assez à l'aise avec la situation. Je peux retourner au bar Galia et être détaché sans émotion. Ouais, nouvelle, celle-là. Ouais. Ah, bah, elle est bonne, c'est bien. Non, mais c'est ça. Et donc, en fait, j'ai fait un deuil assez simple. Surtout, je pense, parce que on s'était projeté dans un nouveau projet et qu'en fait, on était reparti comme avant la jeunesse entrepreneuriale avec plein d'envie et de passion, quoi. Donc, en fait, facile d'oublier une conquête quand il y en a une nouvelle qui arrive derrière. Guillaume, tu m'offres une transition parfaite pour la suite. On poursuit avec Blur, Coffee and TV. Je me demande bien pourquoi tu as choisi ce titre. One of many zeros kicked around.
folle celle-là. Je crois que c'était aussi dans la BO de Sex Intention avec Sarah. Comment elle s'appelait cette fille? Tu vois la fille de Buffy? Ah oui, Sarah Michelle Gellar. Merci. Ouais, on a tous grandi dans les années 90, voilà, c'est ce que je vois. De la... c'est une super BO ce film. Ouais. Eh ben, je disais, je comprends pourquoi tu as choisi ce titre. Back dans le game de l'entrepreneuriat. Tu l'as dit, back dans le game avec ton associé historique. Je crois même pas qu'on ait dit son prénom. Jacques Fertet, ouais. Jacques Fertet. Et dans le café, pas tout à fait. Pas tout à fait. Effectivement, la transition se passe donc assez bien chez Heineken. Et avec Jacques, donc, on commence à se dire qu'est-ce qu'on va faire après. Est-ce qu'on remonte une entreprise ensemble? Dans quel domaine? Est-ce qu'on va être capable de retrouver la flamme et l'envie tous les deux? Voilà, on a 14 années d'expérience ensemble. Tu as choisi depuis tout à l'heure beaucoup de groupes anglais. Certains se sont séparés pour vivre des carrières solo. Ouais, c'est vrai. La question ne se pose pas. Non. Alors si, peut-être qu'elle nous effleure l'esprit. Après, chacun, on se demande quels peuvent être nos projets personnels. Mais on est jeunes, on a encore vraiment envie. Et on tombe sur une idée, un concept qui nous plaît tous les deux. Parce qu'en fait, c'est ça le plus dur. Vu qu'on a chacun été passionné de bière pendant 15 ans, il faut retrouver de la passion sur un nouveau projet, un nouveau produit. Et on étudie le marché du café de manière assez sérieuse, parce qu'il y avait un parallèle à faire avec la microbrasserie. À l'époque où pas mal de microbrasseries ouvraient, il y avait aussi des petits torréfacteurs qui ouvraient. Tu sais, les petits torréfacteurs locaux. À Paris, il y en avait une dizaine. Et donc, on les connaissait pas mal, ces torréfacteurs. Et on se dit, il y a le phénomène du café, des coffee shops, du café spécialité, il est toujours en train de se développer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'innovant dans ce domaine pour marquer le game? Sachant que le marché du café, c'est un marché du quotidien énorme. C'est 7,5 milliards en France, 44 milliards en Europe. Donc, on ne s'attaque pas à un petit marché. On a étudié ce produit, ce café un peu plus en détail, et en fait, on s'est rapidement dit, mais en fait... c'est pas du café qu'il faut faire. Le tout café, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et c'est un marché du quotidien, tout le monde consomme du café, je et tu vas t'en reprendre un maintenant. Parce que 5e tasse. C'est ça, et 5 tasses, c'est peut-être trop, Thomas, à plein d'égards. Non, mais en fait, on étudie, on adore le café, nous, à ce moment-là, on n'est pas des accros au café, mais on adore toujours d'ailleurs le café, mais on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu autour du café sur des sujets de santé et sur des sujets climatiques qui va commencer à pénétrer la sphère quotidienne, et un peu comme maintenant on est conscient que la viande rouge n'est pas forcément bonne pour la planète. 4 fois par jour. Voilà, pareil pour le lait et son empreinte carbone, pareil pour prendre l'avion 50 fois par an. Et le café, en fait, c'est quand même un petit peu, dans certaines conditions, un fléau écologique. T'as le droit de partager. Enfin, à un moment, c'est pas parce que j'ai une tasse de café à la main. Tu peux me dire pourquoi c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour la santé, versus ce sur quoi vous êtes lancé, ou tout court. Et puis, d'un point de vue écologique, ce que ça représente. Ouais, alors, d'un point de vue écologique, c'est souvent issu de déforestation, le café, surtout dans des zones... dans certains pays où on va déforester beaucoup pour des cultures intensives. J'ai replanté un arbre aujourd'hui. Ah, bon, donc déjà là c'est bien. Non, mais et puis c'est des intrants chimiques, c'est de l'irrigation et c'est le transport aussi. Mais en fait, on s'imagine toujours que le transport est important, mais en fait c'est dans l'équation du calcul, c'est assez faible. Mais c'est un marqueur important, c'est un produit qui vient de loin, voilà. Le plus gros, c'est la déforestation. C'est ça, l'irrigation. Ouais.
l'intrant chimique. En fait, c'est de la culture intensive et les gens, ils veulent consommer beaucoup de café. Je crois qu'il faut jusqu'à 20 petits arbustes pour ta consommation de café annuel. Donc en fait, c'est c'est très intensif. Et après, l'enjeu, c'est qu'en plus, avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de zones où il est difficile de produire du café. Le rendement baisse dans certains pays. Donc il faut trouver des nouvelles terres où produire du café. Et le café, il pousse que au tropique, quoi, proche de l'équateur. Donc, voilà. À côté de ça, vous avez des nations qui sont des buveurs de thé, comme la Chine et l'Inde, qui découvrent la culture café et qui adorent ça. Il y a un Starbucks qui ouvre tous les jours en Chine. Donc en fait, nous, Européens et Américains... ça les dérange pas qu'on sache pas écrire leur prénom? Non. C'est un peu la spécialité Starbucks. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'imagine qu'ils ont peut-être des personnes qui savent écrire le mandarin chez Starbucks en Chine. Mais en fait, voilà, donc ils découvrent le café, ils adorent ça. Donc en fait, il va y avoir une pression énorme sur ce produit, et puis on le voit sur les rendements, enfin sur le cours actuel du café et sur les mouvements qu'il y a. Bon, c'est un produit qui a encore de la place pour se premiumiser encore, moi je pense. Voilà, ça coûte cher le café, mais pas tant que ça pour se faire plaisir 3-4 fois par jour. Un mot rapide sur la santé, pardon, parce que je veux accélérer. La santé, c'est le sujet effectivement de la caféine dans le café. C'est un peu une drogue douce totalement acceptée. Et il n'y a qu'à voir une cure de sans café peut parfois vous provoquer un petit mal de crâne. Donc on dit que le café soulage le mal de crâne, mais c'est peut-être le contraire. C'est le manque de café qui vous donne mal à la tête. C'est comme la cigarette, quoi. Bon, j'irai pas jusque-là parce qu'une nouvelle fois, la cigarette... voilà, j'avais oublié que tu étais très rigoureux sur la loi Evin. Et le café, une nouvelle fois, à petite dose et du bon café, ou même à dose minimale, c'est quand même un super produit. Moi, je vais redorer le blason du café parce que nous, on travaille avec des torréfacteurs de spécialité et on adore le bon café. On continue à en boire. Mais en fait, il faut que ce soit du café bien sourcé, il faut que ce soit du café équitable, il faut que ce soit dans la limite du raisonnable au quotidien. L'OMS préconise 3 tasses de café par jour. Bon, voilà. Et si c'est ça, vous avez la possibilité, quand vous consommez du café dans des bonnes conditions, de découvrir un nouveau produit qui est finalement un ancien produit, qui est la chicorée. Et, sur lequel vous vous lancez. Voilà, on se lance, nous. Alors, dans les alternatives au café, en général, avec un focus sur la chicorée, qui est un produit qui est très connu en France et qui, selon nous, est injustement traité en termes d'image. Dans la culture populaire, c'est un produit qui n'est pas de grande qualité, qui est pas cher, alors que c'est un petit miracle qui vient de la terre, du nord de la France. C'est une plante qui est riche en fibres, en prébiotiques, et c'est une plante qui est naturellement sans caféine, puisqu'il faut se dire qu'il n'y a aucun excitant dans l'hémisphère nord. Malheureusement, il n'y a que des patates et des choux-fleurs et des racines. Donc, en fait, voilà... nous, on y rajoute, dans certains blends, on y rajoute du guarana, qui est une caféine qui est beaucoup plus facilement assimilable que la caféine du café et dont le produit est un peu moins intensifié en termes de culture. Pourquoi on le compare au café? Parce que ça a la même couleur? Parce que ça a un goût similaire? Une fois qu'on torréfie et qu'on infuse une racine de chicorée, donc on a un liquide un peu noir velouté, assez doux, avec un peu d'amertume. Donc effectivement, dans les périodes de guerre, c'était ce qui se rapprochait le plus en termes de goût par rapport au café. Nous, ce qu'on veut, c'est pas non plus l'opposé en termes de goût au café. Ouais. Et une nouvelle fois, j'ai un peu dit des choses sur le café qui sont la réalité. Oh, t'avais dit des choses sur Heineken, ça c'est bien fini. C'est ça. Voilà. Ouais, voilà. Mais donc en fait, nous, le café, c'est difficilement remplaçable. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est créer des moments de Chérico, la marque Chérico, chicorée, à côté des moments de café, mais qui sont dans le moment similaire de cocooning, de velouté que tu peux retrouver dans le café. Donc en fait, il y a quand même pas mal de pauses café qui peuvent être remplacées avec une pause Chérico. C'est la marque Chérico. Juste un mot là sur les... Parce que déjà, bravo pour la marque. Merci. On sent que vous êtes des hommes et de produits et de marques. Ouais. Vous en êtes où? Alors, ça fait 1 an qu'on a lancé. Donc, on a quitté Gallia en avril 2023. Et le lendemain, on était dans un espace de coworking à travailler sur Chérico. Ouais, voilà. On avait
On n'a pas perdu de temps. Et en fait, on était en train de travailler sur la marque, sur les blends et sur la proposition de valeur à ce moment-là. Et les produits sont arrivés en distribution au 1er janvier 2024. Donc, il y a un peu distribution spécialisée. Distribution, alors spécialisée là aujourd'hui on a des Monoprix, dans les Naturalia, pas tous. Donc, oui, quand même. Vous pouvez me lister les points de vente où on est et essayer de faire en sorte qu'ils les prennent tous. Et surtout dans les coffee shops en fait, parce que c'est des super prescripteurs sur les boissons chaudes. Ils vont travailler les produits et les sublimer. Et nous on veut que les fans de café, les fans dans les coffee shops trouvent des moments chicorés. Donc aujourd'hui, on a une 50aine de coffee shops. On a des demandes à l'étranger sur ce réseau-là. Et c'est donc en fait, les débuts sont beaucoup plus faciles. Et rapides que galère, oui. Alors qu'on aurait pu imaginer nouveau goût, une image de la chicorée qui est pas folle. Il y a plusieurs facteurs. Je pense que notre expérience joue un peu en notre faveur parce qu'on sait là où aller. On a plus confiance en nous. On arrive plus facilement à convaincre les gens, peut-être de nous suivre parce qu'ils se disent ils ont peut-être une bonne idée, ils l'ont déjà eu une fois, mais sans parfois être totalement convaincus. Non, et puis il y a un enjeu, en fait, il y a un enjeu de timing et de momentum, comme je te dis. Quand tu vas dans les coffee shops, ils sont tous ouverts à la discussion parce que effectivement, ils se posent un peu de questions sur le café. Ils continuent à adorer ce produit comme nous, mais en fait, avec les arguments qu'on présente, ils se disent ouais, c'est pas bête, il y a un truc qu'on va goûter. Alors il regoute, il dit mais en fait c'est bon, j'avais pas bu, je connaissais la chicorée mais je n'avais pas bu depuis chez ma grand-mère sur la table. On est d'accord, la chicorée c'est presque du café un peu soluble que tu versais, tu mets de l'eau, non ? C'est sous différentes formes, mais effectivement le plus commun c'est en soluble, mais nous on le propose aussi en grains que tu peux infuser en percolateur, mélanger à ton café. Mais la majeure partie des gens le consomment en soluble, ce qui donc nécessite en fait un effort supplémentaire parce que les produits solubles ne sont pas forcément des produits réputés de qualité, alors que c'est 100% naturel. En fait, il y a un processus d'atomisation, mais c'est un produit qui est 100% naturel. Et donc, en fait, tout notre enjeu, c'est la premiumisation, de changement d'usage, raconter une nouvelle histoire, un nouveau récit. Parce qu'en fait, le récit de la chicorée aujourd'hui, il ne va pas. Nous, on raconte une nouvelle histoire pour convaincre des nouveaux consommateurs. Mais l'enjeu, il est plus grand même que dans ta précédente boîte. Ah oui. Pour nous, c'est plus ambitieux, c'est plus gros, plus audacieux. Parce que c'est pas un segment. Effectivement, nous, chez Galia, les seules armes qu'on avait, c'était la marque, en fait, et la valeur de la marque. Parce que tu as d'autres brasseurs qui se sont lancés plus ou moins au même moment. Donc il fallait qu'on soit de meilleure qualité, avec une plus belle marque, avec des plus belles aspérités. Alors que là, tu vas au-delà, quoi. Le produit, l'enjeu est plus grand et comme tu dis, l'ambition peut être beaucoup plus importante aussi. Et c'est ce qui nous motivait parce que finalement, on n'avait pas envie de pantoufler et le next step, le projet devait être un projet à impact, un projet avec encore plus d'ambition et un projet international. Et là, tu peux sortir d'autres produits avec le nom. Là, le nom n'appartient pas. On l'a déposé et effectivement, dans le nom, il appartenait à personne. Heureusement pour nous. Enfin, en tout cas, sur ce segment-là. Ça m'amène à deux réflexions, / questions. La première, c'est que beaucoup des entrepreneurs qu'on a reçus, qu'on vendu l'OK X temps, ils sortent, ils reprennent. Beaucoup se disent, j'ai repris un peu vite. J'aurais peut-être pu prendre le temps de réfléchir, de mûrir, de profiter un peu aussi. Le temps, c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. C'est ça, à aucun moment là vous dites alors ça prend, tant mieux. Je pense que la dernière année chez était Galia, un peu Heineken était plus tranquille et sereine pour nous. Donc on avait le temps de se poser, on va dire, psychiquement. Et on n'est pas les mêmes entrepreneurs qu'on était à 25 ans. Et donc maintenant, notre équilibre familial, notre équilibre personnel passe avant le fait de travailler 150 heures par semaine et de servir des bières jusqu'à 22 heures. On le fera plus, ça. Maintenant, c'est tea time. Maintenant, c'est pause chicorée. Inévitablement, je pense que vous en avez discuté à minima, vous y avez songé. Qui pourraient être les repreneurs potentiels d'un projet comme celui-là ? Alors, nous, notre mantra... Tu vas me dire pareil, on n'est pas vendeur. Évidemment, t'es pas vendeur. Enfin, c'est le début, faut prouver, Nous, on prépare les prochains épisodes. Mais alors déjà. Mais t'as vendu une boîte, donc tu connais quand même le game. Les trucs et astuces. Je peux pas croire que vous
déjà, vous identifiez pas qui pourrait. Ça veut pas dire que vous y alliez, vous allez y aller, mais au moins vous voyez le paysage. Ouais, alors je pense que si on réussit bien notre travail... ce serait pas un bon marqueur de dire, évidemment, on projette, j'entends. Oui, parce qu'effectivement, ça ne te ferait pas prendre des bonnes décisions au quotidien. Ça, je suis d'accord. Mais tu le disais, je t'ai coupé. Non, mais je suis d'accord que si on fait bien notre travail, qu'on arrive à créer une marque, en fait, on est sur un segment qui est inexploré selon nous, inexploité, et qui peut intéresser des gens dans le domaine du café, forcément. Si justement on raconte une histoire qui est complémentaire au café, qui est une histoire de dire on adore le café, mais de temps en temps on peut trouver un moment chicoré. Moi je te trouve vachement gentil là-dessus. Vis-à-vis du café ? Ouais. Parce que c'est notre manière d'être aussi. Et nous on n'est pas radicaux dans notre façon d'être au quotidien. Et puis parce qu'on n'a pas arrêté le café, parce que pour l'instant on aime ce produit. Mais c'est smart, je trouve que même pragmatiquement c'est smart de pas aller attaquer Heineken quand tu vends ta bière. Non mais quand combien il y a des NVB qui ont tout cartonné parce qu'elles ont défoncé tout ce qui n'allait pas dans le marché et elles ont pris de la place. Oui mais est-ce qu'il y a autant de DNVB que ça, qui ont autant cartonné, qui ont autant déboulonné les habitudes des gens? En nombre peut-être pas, mais en tout cas, si elles ont émergé, c'est aussi avec un discours confrontation. relativement C'est un juste équilibre. Nous, là, je vous ai exposé un sujet. Je vous ai exposé un sujet sur les enjeux du café à venir. Maintenant, ça reste un produit qui est irremplaçable. Et donc, nous, on veut se faire une petite place au soleil. Une nouvelle fois, si on récupère 0,1% du marché européen, ça fait une PME à 44 millions d'euros. Dans la food, on s'en priverait pas. 0,1% du marché européen. Je suis sûr que ça fera plus. Et moi, je suis sûr qu'à nous écouter, soit ceux qui ont vendu, qui cherchent le projet d'après, soit certains auditeurs se disent « il y a peut-être un truc à faire ». Alors, allez-y, parce qu'il faut au moins 7 concurrents à Chérico pour que le marché explose. Plaisir, parce que comme je vous disais, pour Galia, c'est les concurrents qui nous ont fait exploser. Venez nous aider à évangéliser ce produit. On en discute quand vous voulez. Je crois qu'on finit, ça c'est sûr, hein, dans tous les cas, avec un son, je connais pas, An Honest Mistake. Je sais pas si on peut... Alors, en fait, le titre An Honest Mistake, je voulais savoir s'il était prémonitoire, si j'avais dit des choses que je voulais pas dire, si vous m'aviez fait sortir de ma réserve naturelle. Je pense que tout ce que j'ai dit, j'étais content et fier de le dire. C'est qu'on a été mauvais. Que politiquement, j'ai été pas mauvais pour n'égratigner personne. Et donc, ce n'est pas une honest mistake. Maintenant, cette chanson, elle est aussi géniale. Alors, je suis désolé, mais du coup, on va tout refaire depuis le début. Parce que là, je me sens frustré. Je me dis, il y a des trucs à aller tirer. Quel sujet? Non, mais typiquement, je vois que tu as beaucoup réfléchi à ce que tu pourrais dire, pas dire. Sans dévoiler des choses qui te mettra pas dans la bonne situation. De quel type de sujet on parle? On parle encore une fois d'une marque et de transmission d'une marque et de valeurs. Et donc, les transmissions de valeurs, c'est comme des valeurs familiales ou des valeurs, communautaires. C'est hyper important et c'est hyper difficile. Et donc, en fait, il y a des moments où ces valeurs sont challengées. Et tout l'enjeu, c'est de tenir bon. Mais aujourd'hui, je le dis avec... fierté et contentement, en tout cas dans le cadre de la reprise de Galia, toutes les valeurs ont été très bien reprises et on en est hyper fiers. Et aujourd'hui, elles sont étendues par ce groupe qui est énorme, mais c'est un peu on a un peu fait changer les valeurs du groupe Heineken à notre échelle sur une petite marque. En fait, on se rend compte de la puissance de ça. On se dit que la culture d'Heineken est différente grâce à nous, grâce à notre petite marque. Et ça, c'est une fierté incroyable. Est-ce que l'autre fierté, c'est pas là quand tes gamins, ils vont passer dans le TGV dire, tu vois, ça c'est papa? Ouais. Il n'y a pas un truc comme ça quand même? Si, alors... Attention, la loi est verte. Voilà, heureusement, ils ne sont pas encore buveurs de bière, mais dans quelques années, quand ils seront majeurs et qu'ils se rendront compte, j'espère qu'ils seront fiers. Et oui, effectivement, moi je pense qu'ils ne se rendent pas trop compte aujourd'hui, ils sont petits, mais... pour n'importe quelle personne, des amis, de la famille, quand ils nous envoient une photo
d'une Gallia dans un TGV, c'est une énorme fierté. On finit là-dessus. T'as fêté comment le deal ? Je l'ai fêté à la bière, surtout, c'est important, et on l'a fêté assez simplement, avec une petite bière à 2 et sans chichi, parce qu'on se dit qu'on fêtera peut-être le prochain deal de manière encore plus importante. Eh ben, on y va. By the Brewery. Ouais. Et on se quitte là-dessus. Merci Guillaume. Merci. On aura fait tout pour te faire sortir au max de... J'en ai déjà trop dit. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Et maintenant, on va te cuisiner En au backstage. déj, en backstage. Merci à vous. J'en profite juste, si vous êtes encore là à nous suivre, déjà merci. J'espère que tous les formats qu'on vous propose vous plaisent. Si c'est pas déjà le cas, que vous nous suivez, alors je sais pas pourquoi je regarde la caméra, parce que si vous nous suivez sur les plateformes audio, podcast, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube. Et inversement, si vous voulez toutes les expériences full audio, en sachant que sur YouTube parfois, pour des questions de droit, il peut avoir des musiques qui sautent, et filez sur Google Podcast, Spotify, Apple, Deezer et celle que vous préférez. En tout cas, merci à toutes et tous pour vos messages.